On a échappé au Blue Monday. Le Blue Monday était de bonne heure cette année. Parce que le premier, c'était un lundi. Oui. Je fais des recherches là-dessus parce qu'hier, j'avais le Kakeba. Je me disais, c'est Blue Monday. Mais non, c'était la semaine passée. Je te suis pas du tout. Blue Monday. Vous connaissez pas ça? C'est comme le lundi, le troisième lundi de janvier. Ils appellent ça le Blue Monday parce que t'es un peu comme les fêtes sont finies, la routine a repris ses droits, puis là, ben, c'est l'hiver, tu vois pas le bout de l'été va arriver. Le Blue Monday pour les Montréalais, Ben, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je pense que mon Blue Monday existait avant, là. Je suis pas mal sûr. Peut-être. Peut-être. Pas mal sûr. Mais On a fait de l'appropriation culturelle, Exact. Ce qui est manifestement. très bien. On a entendu parler de l'autre Blue Monday pas mal plus que du tien. Ben, ouais. Puis d'ailleurs, Mon Blue Monday est meilleur que le tien. mais Prends pourquoi ça. il faut que ce soit le 3e de janvier? Parce que si on veut être moribond après la période des fêtes, ça pourrait très bien être le 2e. T'sais. Moi, je pense qu'on peut être moribond après la période des fêtes n'importe quand. Il y a bien des gens qui sont moribonds durant les fêtes aussi. Oui. Tu sais. Avant les fêtes, quand il y a les circonstances s'y prêtent. S'il y a une pandémie mondiale ou une gravité limitée, ou ça peut plomber le moral. Fait que c'était quoi le Blue Monday? C'est quoi ton Blue Monday? D'ailleurs, ça va être un anniversaire bientôt. C'est quand Rick Monday avait frappé un circuit fait que c'était pas un lundi. décisif contre Steve Rogers qui s'était amené en relève en finale de le gars s'appelait Monday en Rick plus. Monday. Oui. Ben oui, puis en fait, le match devait avoir lieu le dimanche, puis il avait été remis au lundi. Alors, Eric Monday avait frappé le circuit décisif, donc ça a fait le Blue Monday. Ça fonctionnait tout à fait. Puis là, mais par exemple, je nous regarde, là, nous, on est Blue Tuesday, là, parce qu'on est tous les trois en bleu. C'est ça, ben voilà. C'est comme ça que tu te demandais où je trouve mon inspiration. Là. Ouais. Voilà, le chat. Le chat sur le sac. Le chat est démasqué. Le chat est démasqué. Est-ce que c'était quelle équipe, ça, qui avait un Rick Monday dans son alignement? Les Dodgers de Los Angeles. Est-ce que les Dodgers avaient un joueur pour chaque journée de la semaine? Dodger Blue. Tu connais l'expression Dodger Blue? Écoute, je savais qu'en parlant du Blue Monday, ça déraperait rapidement vers le baseball. Là. Je commence à vous connaître. Là. Ben écoute, c'est bien que tu animes un podcast de hockey plutôt que oui. de baseball. Oui, je pense pas que... Ben quoi que, en même temps, certains diront que j'en connais pas plus sur un que sur l'autre. Aujourd'hui, essayez de voir ce que j'ai fait là. Aujourd'hui, un roi à New York, shérif fais-toi peur et le retour de Corey Perry. C'est tellement hockey, épisode 290. Avec l'homme le plus travaillant de la communauté du journalisme sportif québécois, the hardest man working in sports covering business, Monsieur Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bon matin, messieurs. Bonjour. Comment va ton char? Et là. Ben là, ça, c'était la voiture de Radio-Canada qu'on m'avait empruntée. Je me suis fait chicaner parce que je l'ai ramenée une journée en retard. Non, elle était sale quand je l'ai prise. Je pense qu'il y a un journaliste qui est allé couvrir un rallye avant. Elle était tellement sale que je suis arrêté entre Boston et New York. Je suis arrêté 4 fois pour nettoyer avec un squeegee ma vitre de côté. Et elle se salissait elle-même. Oui, c'était un modèle. Alors, pendant que je roulais, j'essayais de nettoyer mon rétroviseur de côté. Mais pas mon rétroviseur, mais mon miroir de côté. Ouais. Alors, il fallait que je descende ma fenêtre. Et quand je la remontais, la fenêtre était de nouveau très, très sale. Fait qu'il y avait de la saleté incrustée à l'intérieur de la porte. De toute beauté. Écoute, mais... ça. Mais c'est... Je pense que le journaliste avant moi est allé couvrir quelque chose de dégueulasse. Ah oui! Visiblement. Je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et du Canadien. Puis tu as fait pas mal de hockey au cours des derniers jours. D'ailleurs, j'ai oublié, mais on va parler de Lane Hutson aussi. Là. Je l'ai pas mentionné en pré-prod. Dans ce meeting de pré-production très couru. Ouais. Mais parce que c'est ça, tu as fait beaucoup de routes. Tu es allé au Vermont où l'équipe de Hudson affrontait les Catamounts. Ouais. De l'Université Vermont. Puis, tu es aussi allé à New York assister au début de Patrick E. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Salut, bonjour. Content d'être avec vous. Je suis content également. Je m'appelle Alexandre Coupal. Depuis la Coupe Mémorial, je n'ai pas été derrière un banc, là, puis ça va vite. Je peux te dire ça, la rondelle à la bouche, puis quand tu regardes la game, puis tu essaies de tout analyser,
comme première journée, ça va un peu trop vite, là, mais c'est juste de prendre le temps de ce soir, là, puis demain matin, de regarder la game, puis de continuer à chercher à s'améliorer. Puis je pense que c'est ça que le groupe veut. Romanov marque un but, tout le monde est content, ça crie, puis toi, spontanément, tu vas voir un défenseur ou deux, puis tu leur expliques quelque chose, t'es déjà parti sur autre chose. Qu'est-ce qui pressait autant? Parce que c'est comme si tu n'avais même pas pris une demi-seconde pour faire « Hey, on vient de scorer! » Ben, c'est un peu mon problème dans la vie en général. Des fois, je devrais prendre le temps de savourer, mais Pierre Lacroix, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui, m'a tout le temps dit « Faut toujours être en avant de la parade. » Fait que j'ai été élevé comme ça. Puis j'essaie justement de toujours de prévoir ce qui peut se passer d'avance. On n'a pas toujours raison, évidemment. Mais non, c'est... tu as tout à fait raison. Des fois, je devrais prendre peut-être plus le temps. Alors, Patrick Roy, après sa première victoire, son premier match derrière le banc des Islanders... qui répondait à une question. Marc-Antoine, tu lui as fait la leçon de vie à plus qu'une reprise dans ces 2 points de presse. Il y a cette fois-là où tu lui dis « Carpe diem », oui, Patrick. C'est ça. Puis, précédemment, dans son point de presse, du matin, tu lui avais dit... Est-ce que ça avait été une leçon d'humilité? Ce qu'il a accepté. J'ai rarement... vous avez un beau lien. J'ai trouvé que tu sortais le meilleur de Patrick parce que c'est pas toujours un... non, c'est un bon client en termes de communication, mais... Comment dire, d'aller de toucher à son âme, ça n'arrive pas si souvent. Ben, c'est parce que, d'abord, il est très ouvert. Fait que peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de lui poser ce genre de questions-là, mais c'est une belle histoire, mais je pense que c'est important d'aller gratter de ce côté-là pour pouvoir comprendre cet homme-là, comprendre son état d'esprit également, parce que c'est ça qui était fascinant à voir à sa première journée avec les Islanders de New York, c'était tout son état d'esprit. L'idée, le fait qu'il était si emballé de revenir derrière un banc, l'attente avait été tellement longue. Pourquoi elle avait été si longue? Alors là, évidemment, il y a eu de la contrition, de la réflexion par rapport aussi aux raisons qui ont pu faire... De l'admission. Oui, par rapport au fait que cette attente-là n'aurait pas dû durer 7 ans et demi. Alors, je pense que c'était des questions qui étaient importantes à poser. Et puis, le soir, le détail sur lequel je lui ai parlé, je lui ai posé une question par rapport au but de Romanov, c'est qu'il était tellement agité derrière le banc des Islanders, il a fait les 400 pas tout au long de la partie. Bo Horvat disait qu'il va falloir lui acheter une petite montre Fitbit pour compter ses pas. Alors, je pense que c'était simplement une façon de comprendre quelle était sa dynamique, son état d'esprit dans un match où il était complètement... partout. Il était partout, puis c'est ça, il était emballé, extrêmement enthousiaste, extrêmement intense. Comme un enfant dans un magasin de jouets. Ouais. C'est pas une situation sécurisante non plus pour un entraîneur. Là. L'attente a été longue avant de revenir dans la Ligue nationale, et il sait pourquoi. Mais tu te retrouves derrière le banc d'une équipe qui a besoin de gagner. Tu arrives en situation d'urgence et tu connais pas tes joueurs. J'imagine qu'il n'avait pas suivi avec... Il n'avait pas suivi match par match les activités des Islanders depuis le début de la saison. Fait que là, tu te retrouves derrière le banc. Faut que tu te fies à tes adjoints. Tu as ton petit papier avec les trios décrits, mais tu es dans l'inconnu. Tu es en mode apprentissage. Ouais. C'est ça. Alors, il s'est débattu derrière le banc pour encourager ses gars puis compenser, mais il va trouver une zone de confort. Et c'est ça, en le regardant derrière le banc, je me disais, bon, les adjoints des Islanders restent là. Est-ce que c'est important, la chimie avec tes adjoints, surtout quand tu as un travail de redressement à faire, comprendre ce qui se faisait auparavant, pourquoi ça ne marchait pas. Et il y a eu l'histoire de Benoît Desrosiers hier que j'ai trouvé très amusante. Le collègue... notre collègue de RDS, Stéphane Leroux, a annoncé que Benoît Desrosiers, l'entraîneur en chef des Olympiques de Gatineau, s'en allait rejoindre Patrick chez les Islanders et que Serge Beausoleil allait reprendre du service derrière le banc, qui est maintenant directeur général des Olympiques. Et on s'entend, là, si Stéphane, dans les rangs juniors, c'est une autre culture que dans la Ligue nationale, les gens parlent ouvertement... aux journalistes, on donne de l'information et tout ça. Et
cette information-là a été, disons, rabrouée plus tard dans la journée. Les Islanders ont dit non, on n'a pas embauché Benoît Desrosiers, mais Lou Lamoriello va le rencontrer éventuellement. Et moi, ma vision de ça, c'est que Lou Lamoriello déteste qu'il y ait des fuites d'informations dans son organisation. Et c'était probablement un signal pour dire, écoutez, là, vous commencerez pas. Vous arrivez dans notre organisation, vous commencerez pas à... C'est moi le patron, puis c'est moi qui va décider quand est-ce que les embauches vont être annoncées ou vont être faites. Mais c'est une situation quand même assez particulière. Là. C'est pas... si Patrick a accepté le travail, il a probablement négocié ça dans le cadre de son entente, dire écoute, j'aimerais ça avoir mon adjoint, j'ai travaillé avec. Benoît Desrosiers, c'est un des plus brillants jeunes cerveaux du hockey québécois. Là. Les gens sont très élogieux à son endroit dans le monde du hockey québécois. Il a obtenu un emploi d'entraîneur en chef à Gatineau. Tout le monde disait que c'était... 35 ans, ça se fait-tu? Tout le monde disait que c'était très mérité, qu'il allait devenir... C'est jeune. Oui, c'est ça. Alors, si ces informations-là se sont répandues vite comme ça au Québec, que ça a été rabroué à New York, moi, je vois la main de fer de Lou Lamoriello là-dedans qui dit vous ne commencerez pas ici à venir tirer dans toutes les directions. Mais là, penses-tu que ça veut dire... Ça veut juste dire que Lou met son pied à terre ou ça veut dire que Lou est fâché puis... Lou va faire attendre. Lou va faire attendre. Avez-vous été surpris que... Ben d'abord, moi, j'ai fait le saut. Là, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait là, à Long Island, je sais pas pourquoi, là, Mais ils ont été nombreux à faire des liens. Là. Moi, c'était pas clair dans ma tête que Jacques Lemaire avait comme un genre de rôle de consigliere pour citer Martin, citer ton texte. Il y a beaucoup de gens qui disent que le vrai cerveau de Lou Lamoriello, c'est Jacques Lemaire. Ben, c'est ça, un bon duel, un bon duo, ou enfin un duo efficace. Cette propension-là que Lamoriello a souvent eu à piger... des anciens, dans ce cas-ci, c'est pas un ancien entraîneur du Canadien, mais c'est une ancienne gloire. Dans le fond, le fit était peut-être plus évident qu'il n'y paraissait au premier coup d'œil, ou je sais pas. Ben, en fait, je sais pas s'il y avait un fit meilleur qu'un autre pour Patrick Roy dans la Ligue nationale, parce qu'après une attente aussi longue, tu te dis, est-ce qu'il a été mis sur une liste noire, puis il n'en sortira jamais. Mais a posteriori, quand on regarde ça, on se dit que ça prenait bien quelqu'un comme Lou Lamoriello pour pouvoir justement décider de prendre une chance avec lui. Parce que c'est un homme Lamoriello est tellement un directeur général fort. Il dirige avec une poigne de fer depuis très longtemps. Et puis, peut-être que ce qui peut faciliter le retour de Patrick Roy dans la Ligue nationale et ce qui peut lui permettre d'avoir une longue carrière comme entraîneur, c'est justement d'avoir un entraîneur, un directeur général au-dessus de lui qui fait en sorte que la hiérarchie est claire, puis elle ne peut pas être remise en question. Patrick Roy est l'entraîneur. Il ne peut pas avoir aucune velléité de dire « j'aimerais ça avoir... de m'impliquer dans le processus de décision. » Non, tu es là pour coacher. Alors, je pense que Patrick Roy, c'est un bon entraîneur, mais il a besoin de se débarrasser de la mauvaise impression qu'il a laissé en quittant l'Avalanche du Colorado 1 mois avant le début d'une saison. Je pense que ça a effrayé beaucoup d'équipes qui se sont dit ce gars-là, aussi bon soit-il, aussi gagnant soit-il, on ne peut pas vraiment lui faire confiance parce qu'il pourrait nous faire dans les mains. Mm-hmm. Alors, le doute semblait très répandu à travers la Ligue nationale, mais d'avoir quelqu'un comme Lou Lamoriello qui dit « OK, c'est l'homme que ça me prend », finalement, tu dis à ce niveau-là, le fit est parfait. Et moi, je vois vraiment la filière du Canadien dans ça. Je suis sûr que Jacques Lemaire a eu son mot à dire là-dessus. Patrick, depuis 15 ans et plus, est en contact régulièrement avec Jacques Lemaire pour lui poser des questions sur le métier d'entraîneur, sur comment réagir, sur comment établir telle chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le hockey. Regardez à Montréal comment toute l'équipe s'est bâtie autour d'une gang qui a un chalet sur le bord d'un lac. Oui, tu sais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du hockey. L'aspect confiance, ce sont des emplois où il y a tellement de pression, où il y a tellement de sièges éjectables et tout ça, que le lien de confiance est extrêmement important. Et c'est une des raisons pourquoi Patrick a attendu aussi longtemps avant d'avoir un emploi.
Et là, ça prenait quelqu'un au sein d'une organisation qui puisse dire, écoute, moi, je lui parle depuis longtemps, je le suis depuis longtemps, je le connais de longue date, il va faire le travail. Et c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis à un certain niveau aussi, ça prenait quelqu'un qui a un besoin d'un changement de cap immédiat. Puis Lou Lamoriello a besoin... C'est un homme qui a 81 ans, qui a besoin que son équipe gagne rapidement. Quand tu regardes la formation des Highlanders, c'est une équipe qui est, somme toute, assez vieille, qui n'a pas beaucoup de relève, qui a besoin de gagner maintenant aussi. Et juste à l'intérieur de cette saison-ci, elle s'en allait dans la mauvaise direction. Le vestiaire était un peu éteint à la fin sous les ordres de Lane Lambert. Alors, pour opérer un coup de barre de cet ordre-là, Patrick Roy est une bonne personne parce qu'il arrive avec tellement de passion et d'énergie que pour changer la saison des Islanders de côté, c'est tout à fait un bon candidat. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc-Antoine, là-dessus. Puis c'est drôle, il y a une lectrice qui m'a accusé de faire preuve d'agisme en soulignant l'âge de Lou Lamoriello. Et je me suis posé la question en écrivant. J'ai dit, est-ce que c'est... C'est bien ça, il faut se remettre en question. Non, mais je pense que ce n'est qu'un fait. Tu ne vois pas ta carrière et la vie de la même façon quand tu as 55 ans par rapport à quand tu avais 25 ans. Et quand tu as 81 ans, encore moins. Je pense que Lou Lamoriello est conscient que il n'y aura probablement pas d'autre emploi de directeur général dans la Ligue nationale après l'aventure avec les Islanders. C'est le seul octogénaire de l'histoire de la Ligue nationale à avoir un emploi de directeur général d'une équipe. Et lui, l'avenir, c'est maintenant pour lui. Là. Il veut que cette équipe-là produise puis Thierry presser le citron. Et Patrick Roy, honnêtement, n'aura pas une tâche facile. Là. Barry Trotz permet à cette équipe-là de connaître 3 années exceptionnelles en faisant des Islanders une des meilleures machines défensives de la Ligue nationale. Ils ont eu une saison décevante l'année où leur nouvel amphithéâtre a ouvert ses portes. Ils ont commencé la saison avec 13 matchs de suite sur la route. Ça a été désastreux. Hein, et ils n'ont jamais pu rattraper ça en cours de saison. Et Barry Trotz s'est fait congédier après avoir été 2 fois de suite en finale de conférence après cette saison décevante-là. Donc, un signe d'impatience de la part du directeur général. Moi, je pense que l'embauche de Bo Horvat la saison dernière, l'argent qu'il lui a donné, 8,5 millions par saison, c'était aussi un signe de quelqu'un qui cherchait une solution. Et c'est tellement pas le genre de Lamoriello. C'est ça. Puis tu lui donnes un contrat de 8 ans, Bo Horvat, mais le gars qui signe, qui lui accorde le contrat, il sait fort probablement qu'il ne sera pas là dans 8 ans. Fait qu'il dit, bon, mais pendant 2-3 ans, ça va peut-être faire l'affaire. Et là, Lane Lambert se fait congédier après 127 matchs seulement. Il est rapide sur la gâchette parce qu'il veut des résultats rapides. Alors Patrick, il va avoir de la pression. Il s'en impose lui-même pour gagner, mais il ne tombe pas dans une situation idéale. Islanders, 24e en attaque, 24e en défense, 28e en désavantage numérique. Il a la chance d'avoir 2 bons gardiens, quand même, 2 gardiens efficaces. Mais c'est toute une tâche qu'il a devant lui, puis il va avoir de la pression verticale. Au-dessus de lui, il y a beaucoup de pression. Et selon vous, va-t-il réussir? Est-ce que les Highlanders vont faire les séries? Pensez-vous que... En ce moment, le problème des Highlanders, quand on regarde le classement, c'est pas le nombre de points qui leur manque pour atteindre. C'est surtout le nombre d'équipes qu'ils doivent dépasser. Parce que pour ça veut dire terminer en avant du Lightning de Tampa Bay ou en avant des Devils du New Jersey. Ça sera pas. Et ça prend une séquence victorieuse irrésistible. Ils sont capables d'y arriver, mais en même temps, c'est une équipe qui, justement, comme Martin le soulignait, sous Barry Trotz, ils ont un peu surperformé par rapport à la qualité réelle de cette équipe-là. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout une machine défensive. C'est une équipe qui est très poreuse en défense, qui donne énormément de revirements, du temps de possession en zone défensive. Puis Patrick Roy arrive là en se disant on m'accusait des mêmes choses quand je dirigeais l'Avalanche du Colorado. Là, je veux implanter quelque chose au plus vite. Puis j'étais là au premier entraînement matinal de Patrick Roy, puis il les a fait patiner pendant 15 minutes, mais c'était 3 exercices extrêmement intenses qui étaient tous destinés à s'assurer que la rondelle sorte rapidement de la zone. Il sait qu'il doit corriger ça. Mais
ils sont tout à fait capables à cause justement de l'aura. Patrick Roy, jusqu'à un certain point, j'y crois, c'est un peu ésotérique, mais je pense qu'il peut leur insuffler ce côté irrésistible qui pourrait les amener en séries éliminatoires. Mais à mon sens, c'est pas autant un nombre de points que la qualité des équipes qui vont devoir devancer, parce que même si le Tampa n'est pas aussi bon que ce à quoi on s'attendait, même si les Devils ne sont pas aussi bons, ça demeure de meilleures équipes, à mon sens. Et toutes les études qui ont été faites sur les changements d'entraîneur, je reviens là-dessus, la tendance veut qu'il y ait toujours un soubresaut quand un nouvel entraîneur arrive, puis après ça, le naturel revient au galop. Alors, ça va... Il y a eu un effet incroyable, Patrick, quand tu es arrivé avec l'Avalanche la première saison. Cette équipe-là était complètement transformée. Puis après ça, les deux saisons suivantes, l'Avalanche a raté les séries, si ma mémoire est bonne, mais là, il faut qu'il y ait un effet qui va durer, 35, 40, 37 matchs. Alors, ça va être difficile. Oui, Patrick Roy a mentionné également, je pense, il dit s'être inspiré de Jacques Demers. Parce qu'en 1993, Jacques Demers avait dit aux joueurs du Canadien, on va ébranler le monde du hockey puis on va aller gagner la Coupe Stanley. Puis Roy a dit, on s'était regardé à l'époque et on se disait, as-tu vu notre line-up? Là? As-tu vu de quoi notre équipe est faite? Mais il dit, en fin de compte, on y a cru. Puis aujourd'hui, j'ai besoin que mes joueurs y croient autant. Alors, c'est dans ce sens-là, quand tu nous poses la question de savoir est-ce qu'ils vont y arriver, Patrick Roy a fait partie d'une équipe championne qui finalement a déjoué les pronostics à ce niveau-là. Fait que ce genre de choses-là est tout à fait possible. Deux, en fait, parce que celle de 86 n'était pas destinée à gagner la Coupe non plus. Il y avait quoi? Il y avait 10 recrues dans l'alignement, je pense. Mais la légende est moins bien documentée que pour 93, avec Starship. Non, comment ça s'appelle le groupe, la toune? Ça, c'est une bonne. Non, mais tu parles d'ésotérisme. C'est des affaires, c'est des choses comme ça là, dans l'intangible qui peuvent faire la différence. Puis moi, souvenez-vous, Marc-Antoine, tu n'étais pas là, mais à la date limite des transactions l'an passé, moi, je trouvais, ou enfin, l'édition des Islanders l'an passé, qui n'est pas tant différente de celle de cette année, me rappelait un peu ces formations du Canadien qui étaient construites autour d'un gardien de but puis d'un système défensif. C'est Patrick Roy, non seulement il l'a connu, mais il l'a incarné. Donc, il est en terrain connu. Mais avec deux gardiens solides, si tu améliores un peu ta structure défensive... ils peuvent peut-être faire un bout avec ça. Ils peuvent peut-être améliorer leur cadence qu'ils avaient depuis le début de la saison. Ça reste à voir. À supposer que ça se termine normalement, là, que Roy, au bout de quelques années, est congédié, ou que personne claque la porte, que ça se passe comme ça se passe d'habitude. Est-ce que, pensez-vous que Roy est de retour comme entraîneur? Tu disais ça tout à l'heure... Le purgatoire est terminé, puis que dans le fond, on va peut-être le revoir après avec d'autres équipes si jamais ça se passe normalement. Exact. Ouais. Si ça se passe normalement, s'il y a le moindrement de succès, puis qu'on voit que finalement son aura de gagnant se transfère dans sa façon de diriger et il obtient des résultats, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas, qu'il ne rentre pas dans l'espèce de giron, de cycle des entraîneurs qui finalement ont un emploi et après ça en ont un autre. Je pense que, ultimement, c'est à ça qu'il aspire. C'est ce qu'il voudrait avoir, c'est pouvoir continuer d'avoir une longue carrière dans le hockey comme entraîneur. Il a des preuves à faire maintenant, mais nous, de notre point de vue, qui couvrons le Canadien de Montréal, je pense que c'est très important. À chaque fois qu'un entraîneur québécois obtient un boulot d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale, tu dis, tiens, c'est une personne de plus, tu peux mettre son nom dans le chapeau. Alors là, que Pascal Vincent ait eu un boulot à Columbus, c'est une bonne affaire. Que Tourigny ait du succès en Arizona, c'est bon. C'est ton cheval, ça. Ouais, écoute, c'est juste qu'il est tellement divertissant. Mais tu sais, là maintenant, Patrick Roy, Jim Montgomery, en partant, t'en as 4. Alors, c'est intéressant. On ne reverra pas à Michel Terrien. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, puis tu as les entraîneurs de la nouvelle génération, puis tu as des entraîneurs adjoints aussi. C'est intéressant parce qu'on s'inquiète beaucoup du renouvellement des joueurs québécois. Mais je trouve qu'en termes d'entraîneur, on est dans une assez bonne position. Puis je ne suis pas en train de penser tout de suite à l'après Martin Saint-Louis parce qu'il est encore relativement nouveau. Mais j'ai souvent entendu dire qu'un bon directeur général était à la recherche d'un successeur pour son coach dès le jour où il l'embauchait. Alors, c'est bon de savoir que si Patrick Roy redevient une option viable,
ben, il pourrait l'être à Montréal comme pour les autres équipes, puis toute la Ligue. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que je posais la question, parce que vous avez vu le buzz. Évidemment, ça a fait un buzz ici, mais moi, j'ai été étonné du buzz que ça a fait en Amérique du Nord. Ça reste un personnage... c'est un membre du Temple de la renommée du hockey qui a déjà gagné le trophée Jack Adams, qui était disparu de la scène depuis un bout, qui revient. Et déjà, avant que ça se fasse à New York... Il y a un columniste à New York qui avait déjà commencé, qui avait écrit il n'y a pas longtemps, Patrick Roy, ça prend Patrick Roy pour les Rangers. Oui, j'ai vu ça. Son nom recommençait à circuler, mais écoute, il laisse personne indifférent, Patrick Roy. Puis il y a une histoire avec... en tant qu'adversaire avec la plupart des grandes franchises de hockey en Amérique du Nord. Là, fait que... avec les Red Wings de Détroit, avec les Rangers de New York, avec les Devils de New Jersey, avec le Canadien, les Bruins, c'est ça. Donc, c'est partout où il va aller, ça va susciter de l'intérêt. C'est un personnage fascinant. Je sais. Oui, il s'est révélé la encore. Ligue nationale est dans un meilleur état, est en meilleure santé quand Roy est là. Puis, quand tu parles du fait qu'il a été impliqué dans plusieurs rivalités, aujourd'hui, il y a plusieurs directeurs généraux de la Ligue qui ont joué contre lui. Tu sais, les Steve Yzerman, les Bill Guérin, il y en a plusieurs. Oui. Don Sweeney, il y en a un paquet. Et quand il a pris sa retraite du hockey junior à la fin de la dernière saison, je me souviens, j'avais signé une chronique... Je disais que c'était une grosse perte pour la Ligue junior majeure du Québec parce que c'était la plus grande vedette de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Forcément. On le voyait juste au niveau des assistances, les périodes où Patrick, quand il avait quitté pour aller diriger l'Avalanche, les assistances à Québec avaient chuté. Et dès le moment où il a remis un pied dans l'édifice, pouf, ça s'est mis à remonter. Alors, tu sais, il dirigeait la franchise la plus populaire au Canada. Dans toutes les villes où les remparts allaient, c'était un événement. Là, c'était l'équipe de Patrick Roy qui arrivait. Donc, il faut lui donner ça. Il a une aura exceptionnelle, Patrick Roy. Là. C'est quelqu'un de très particulier. Les Sénateurs sont une meilleure équipe que ceux qui sont dans le classement. Là. Ils ont des bons joueurs offensifs. Fait que, je pense que toutes les équipes qui ont cette qualité de joueur offensif-là, il faut que tu sois alerte défensivement. Martin Saint-Louis, en prévision du match de mardi soir contre les Sénateurs, le Canadien qui, j'ai envie de dire, le grand rossage, c'est ce que c'est ça? Se faire rosser du nom rossage, si seulement le jeu était là. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut l'appeler? On peut dire raclée, on peut dire la grande leçon. A peut-être commencé la semaine passée dans la défaite contre les Sénateurs qui avait été assez, frappante elle aussi. Pas autant que c'est 9-4 contre Boston samedi, mais c'est ça. Il y avait un peu de ça là. Comment vous envisagez, ce match-là? Est-ce que c'est un de vous deux qui a écrit que... Après une dégelée, le Canadien a tendance à bien rebondir. Mais là, ils viennent d'en avoir deux, donc ça va être tout un match. Ouais. C'est ça. Je vois ce pauvre sénateur. Puis les Canadiens n'aiment pas les joueurs, n'aiment pas les Sénateurs. Non, je pense qu'il y a une rivalité. Moi, j'ai l'impression, c'est pas la première fois que je le dis, mais entre les Bruins, les Maple Leafs puis les Sénateurs, j'ai l'impression que sur la glace, depuis 10 ans, c'est avec les Sénateurs que la rivalité, l'animosité est la plus grande. C'est intéressant. Alors, et ça se nourrit même depuis la Ligue américaine, parce que entre Belleville et Laval, il y a une grosse rivalité, il y a beaucoup d'animosité. Puis c'est drôle parce que là, Herbert Jacka a été rappelé, et lui, il vient de vivre ça. Plusieurs confrontations entre ces deux organisations. Ça a brassé pas mal entre les deux, les deux équipes de la Ligue américaine. Ils ont eu au moins 2 matchs dans la dernière semaine. Oui. Puis très rapprochés. Puis vous avez sûrement vu les images de Jacka qui fait un peu ce qu'il veut avec Saunier, son nom, je pense. Brendan Saunier. Jacka, il s'est fait beaucoup d'amis chez les Sénateurs. Dès le tournoi des recrues, il y a 2 ans, où il avait livré un combat absolument, il avait donné une raclée épouvantable à un jeune espoir des Sénateurs, et c'était resté ça. Les Sénateurs n'ont jamais oublié ça, et chaque fois que Jacka les affronte, à quelque niveau que ce soit, Ligue américaine ou Ligue nationale, il y a toujours quelqu'un qui lui cherche, un peu. Est-ce qu'on pourrait dire que son rappel n'est pas étranger au dernier jour? Ça arrive peut-être à point nommé. OK. Ouais. Oui, surtout que Justin Barron
entrait et sortait de la formation. Il était plus un défenseur régulier là, au cours des dernières semaines. Je trouve que c'est intéressant, mais à mon sens, c'est pas un hasard parce qu'il le Canadien a besoin d'une étincelle. Puis justement, là, c'est 2 contre-performances de suite. Ils ont donné 15 buts lors des 2 derniers matchs. Donc, une performance complètement sans âme à Ottawa, suivie d'un match où, dans les 40 premières minutes à Boston, l'exécution faisait défaut, mais ils étaient compétitifs jusqu'à ce qu'en début de troisième, quand Brendan Gallagher a commis un revirement puis que David Pastrnak est allé marquer un but, le Canadien s'est carrément effondré. Puis, rappelons-nous, le 18 novembre, quand le Canadien est allé, sa visite précédente à Boston, où encore là, une autre performance où le Canadien était inanimé. Par la suite, Martin Saint-Louis avait beaucoup mis l'accent sur l'échec avant, puis il avait identifié vraiment que c'était la chose qu'il fallait que le Canadien corrige au plus vite. Puis on l'avait vu durant le voyage en Californie. Mais moi, ce qui m'a frappé en voyant le match de samedi dernier, c'est pas des erreurs au plan technique, au plan de l'exécution, quoi que ce soit. C'est surtout le fait qu'au plan du moral, à un moment donné, ils se sont liquéfiés. Et ça, il faut que ça se corrige. Parce qu'à partir du moment où tu as une contre-performance contre Ottawa, puis que tu as un match après ça où à Boston, tu t'effondres en 3e période, bien là, la réponse contre Ottawa, ce soir, bien, il faut qu'elle soit là. Parce que sinon, si tu as une 3e contre-performance de suite, puis jeudi, Patrick Roy débarque en ville avec, avec des Islanders de New York complètement survoltés, il faut je t'en passe un papier. Ben là, le Canadien pourrait rentrer dans une période intéressante de sa saison, une période trouble. Alors, c'est des matchs charnières. Là. Le match contre les Bruins, moi, ça m'a donné l'image un boxeur qui affronte un très bon cogneur renommé, puis qui décide d'y aller, de dire je vais échanger coup pour coup avec, puis advienne que pourra. Et le Canadien était capable d'échanger coup pour coup pendant 2 périodes, mais on s'entend, là, Montembeault a fait face à des tirs à bout portant de l'enclave dans les 3 périodes de ce match-là. Et à un moment donné, le meilleur cogneur, il finit par te pincer au menton, il finit par te donner le coup qui t'ébranle. Puis l'accumulation aussi. C'est exactement. Et c'est ça, les vannes se sont ouvertes. Et j'ai trouvé très décevant le Canadien dans ce match-là sur le manque de concentration en défense des joueurs du Canadien près du filet, hypnotisés par la rondelle, qui ne se préoccupaient pas des joueurs près d'eux, des tirs à bout portant, des gars laissés seuls à l'embouchure du filet, des couvertures défensives, des défenseurs qui décident de faire incursion à la ligne bleue, on dit en langage de hockey, de pincher, là, entrer en territoire adverse pour essayer d'aller chercher la rondelle dans des situations où c'était loin d'être, c'était même pas 50, les chances n'étaient même pas 50-50, là, c'était mauvais choix de jeu, pas de couverture des attaquants pour venir couvrir ce défenseur-là. Ça a été épouvantable défensivement du début à la fin. Et il y a un gros glissement depuis plusieurs semaines chez les Canadiens du côté défensif. Là. On a parlé dans les derniers balados de la possession de rondelles qui est souvent 60% et plus en faveur de l'adversaire, mais j'ai du mal à imaginer qu'une équipe qui est dirigée par le même entraîneur depuis... Tu sais, ça commence à faire un petit bout que Martin est là et qu'on puisse manquer à ce stade-ci de la saison de concentration à ce point-là. Il va falloir que ça se redresse parce qu'on entre dans le bout où le niveau augmente là, de semaine en semaine, puis on dirait que cette équipe-là a de plus en plus de difficultés. Et là aussi où, depuis quelques matchs maintenant, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas tant. L'an dernier, entre autres, je me rappelle, Martin, tu disais souvent ça, ils ont beau pas être au niveau en termes de talent, pas être au niveau en termes d'esprit de corps, mais bon, ils se battent. Là, ils se battent moyen depuis quelques semaines. Il y a eu plus de matchs cette saison où l'équipe cesse de se battre à un moment donné, où l'équipe ne se présente pas. Ça aussi, c'est... Ça serait mieux de se battre. Est-ce que c'est l'usure, le discours? Est-ce que c'est l'usure? À un moment donné, à force de perdre tout le temps, c'est beau. Est-ce que tu perds de cette combativité-là? Puis est-ce que c'est juste le reflet que, il faut le dire, là, c'est un alignement quand il est complet, qui manque de profondeur. Et là, il y a beaucoup de blessés importants aussi. À un moment donné, ça finit par ressortir aussi là, quand tu joues match après match après match. Puis, il y a peut-être des questions à se poser par rapport aussi au système défensif
que Martin Saint-Louis a instauré quand il parle de sa couverture hybride qui est à la fois homme pour homme puis à la fois défensive de zone. Il y a des joueurs qui admettent que c'est un système qui est un peu demandant, justement au niveau de la concentration, parce que la confusion peut s'installer. Puis si tu as des équipes qui sont comme les Bruins de Boston, qui sont assez bonnes pour pouvoir créer de la confusion, puis faire en sorte que les joueurs en défense vont se mélanger dans leur couverture, dans leurs assignations, ça peut devenir problématique. Puis ça, on l'a vu dernièrement, au cours des dernières semaines, c'est pas le premier match, là, ça revient. Mais samedi matin, j'ai demandé à Martin Saint-Louis, justement, étant donné que le Canadien venait de donner en moyenne 38 lancés lors des 8 matchs précédents, si c'est quelque chose qui l'inquiétait. Puis il disait, il dit plus que le nombre de lancers, à mon sens, c'est les chances dangereuses de marquer qu'il faut limiter. Puis il dit tout ça, ça part avec la contre-attaque de l'adversaire. Alors, si faire des revirements, permettre des surnombres, c'est beaucoup plus ça qu'il faut limiter. Mais il dit, dans notre zone, je suis confortable avec notre façon de jouer. C'est pas parfait, mais non plus, c'est pas facile non plus de défendre dans cette ligue-ci avec les systèmes offensifs. Mais il dit, j'aime notre façon de défendre. C'est plus les entrées de zone, ce qu'on appelle le rush coverage, qui pose problème. Mais le soir même, dans sa zone, ça a été très difficile parce que non seulement il y a eu ces surnombres-là, ces revirements-là qui ont fait en sorte que ils ont alimenté l'attaque des Bruins, mais une fois que les Bruins étaient campés en zone du Canadien, ça allait vite et puis ils ont eu de la difficulté à se défendre contre ça. Peut-être un petit mot sur Nick Suzuki. Martin, tu nous faisais remarquer que en même temps, il a l'odieux de la tâche aussi, là, mais il est souvent sur la patinoire quand... Ben, écoute, Nick Suzuki, c'est comme un peu une note complémentaire. Tu sais, je regardais, tout le monde se réjouit. Cole Caulfield a marqué 5 buts à ses 5 derniers matchs. Puis je pense qu'on a salué dans le dernier balado le fait qu'il se place moins en périphérie. Ça lui permet de marquer des buts. Puis c'est très positif. C'est un marqueur, il veut marquer des buts. Mais en même temps, tu regardes défensivement, ce trio-là, dont on vantait la constance depuis le début de la saison d'un point de vue défensif. On disait ils sont un peu moins productifs en attaque, mais... défensivement, il y a eu une grande amélioration. Ouais. Alors, c'est ça, Caulfield a été 5 buts à ses 5 derniers matchs, mais moins 3 à Boston, moins 1 à Ottawa, moins 2 contre Colorado. Ça fait beaucoup de moins qui s'accumulent en pas beaucoup de matchs. Et je regardais, c'est parce qu'on parlait de Nick Suzuki, je pense aussi au dernier balado ou la semaine dernière, de son temps d'utilisation qui est très élevé. Je trouve, c'est pas... Nick Suzuki n'est pas un patineur extrêmement fluide et tout ça, mais je le regarde. Des fois, je me concentre sur lui durant une période de temps, puis je trouve que dans sa façon de jouer, il a l'air fatigué. Ou il a l'air de s'être donné une vitesse de croisière pour être capable de fonctionner avec le temps qu'on lui donne. Mais je regardais ses statistiques ce matin. Il était sur la glace pour 47 buts de l'adversaire à force égale depuis le début de la saison. Sur 314 attaquants de la Ligue nationale qui ont joué au moins 35 matchs, il est 300e pour le nombre de buts où il était présent. Mais c'est un gars comme Rantanen au Colorado est 314e, mais lui a été sur la glace pour plus de buts marqués par son équipe. Mais Suzuki est moins 18 dans ces situations-là. Alors, parmi ceux qui ont donné le plus de buts, là, mettons parmi les 15 qui ont donné l'attaquant qui était sur la glace pour le plus grand nombre de buts de l'adversaire, il est le 4e pire. Alors ça, c'est le centre numéro 1 du Canadien. C'est le premier trio du Canadien. Et Suzuki, ça fait plusieurs saisons qu'il dit que c'est un objectif pour lui de terminer dans les plus, d'avoir un bilan positif. Et on lui souhaite bonne chance. Ça aussi, ça va faire partie des défis dans le dernier droit, là, que ce premier trio-là réussisse à garder la tête hors de l'eau. Plus souvent, la majorité du temps, dans les matchs, tu ne peux pas toujours finir à plus, mais il faut que, je sais pas, 2 matchs sur 3 ou 3 matchs sur 4 que tu sois dans le positif. Ouais. C'est un gros défi pour ce trio-là aussi. Mais c'est pas surprenant qu'il y a des soirs où il paraît fatigué, parce que non seulement il joue beaucoup, mais là, à Boston, c'est un 3e match en 4 soirs, les 3 matchs sur la route, New Jersey, Ottawa, puis après ça, Boston. 3 matchs en 4 soirs, puis ton 3e adversaire, c'est le plus difficile des 3, là. Puis tu es constamment confronté aux meilleurs opposants. Ouais. Fait qu'il y a des soirs où ça va. Il est fatigué. Ouais. Moi, je le regarde, je suis fatigué. Donc, imaginez. Mais son explosion, c'est étonnant de voir. C'est rare de voir des joueurs dont l'explosion sur patin à l'œil nu change autant d'un match à l'autre. Il y a des soirs où il semble très rapide, puis il y en a d'autres où il semble lent.
puis ça fluctue. Alors, probablement que c'est peut-être juste une illusion d'optique, mais il y a des gars qui sont... D'un match à l'autre, tu as l'impression qu'ils sont constants dans leur explosion. Ouais. Mais lui, je trouve qu'il y a quand même des changements notables d'une soirée à l'autre. Et tu sais, pour moi, Suzuki, c'est un patineur moyen dans la Ligue nationale. C'est pas un patineur d'élite, là. C'est pas... c'est ça. Peut-être que ça paraît plus quand c'est un patineur moyen qui a un petit peu moins d'explosion dans son coup de patin. Voilà. D'ailleurs, c'est ça, explosion à la place d'explosivité. Et Gascon, on a Gascon, je ne sais pas, là, sur un canal. Rossage, ça se dit pas. OK. Il suggère massacre. Il me suggère, c'est toi qui as dit rossage. Moi, j'allais te proposer rôtisserie, mais c'est correct. Massacre, on va y aller avec ça. Rossage, ça pourrait être un beau néologisme. Merci, Martin. Oui. J'aime ça inventer des mots, moi. Du défendage, du rossage. Avant le rossage. Là, pour prévenir le rossage, ça va prendre du bon défendage. Comme à la boxe, du promotage. Idéalement. J'allais oublier quand on préparait l'émission que tu revenais, il s'est passé tellement d'affaires, que tu revenais du Vermont. Aussi. Si j'avais pas été aussi occupé ce week-end-là, moi j'aime beaucoup le Burlington d'abord. Je ne peux pas aller souvent, mais je trouve que ça a son charme. Puis le campus de l'université et tout, c'est ça. Ça a ses charmes aussi. Ça m'aurait tenté. Ben oui, je comprends. Tu as aimé ton séjour? Absolument. Et tu es allé manger au End in the Wood? En tout cas, non. Je suis allé une fois, j'ai bien aimé ça, mais j'ai de la misère à retenir le nom. C'est un endroit le fun, l'université du Vermont, pour aller voir des matchs. C'est comme une vieille... c'est un vieil aréna, un peu grange. Oui, absolument. Ouais. C'est ça, en anglais, ils utilisent d'ailleurs le mot barn pour désigner un aréna, puis c'en est une. C'est exactement ça à l'université du Vermont. Beaucoup d'ambiance, entre autres, parce que la foule qui normalement est acquise aux Catamounts de l'Université du Vermont avait été envahie par des fans québécois qui étaient venus voir Lane Hutson, donc des dizaines de partisans qui étaient soit avec des chandails du Canadien, des tucs du Canadien, des foulards du Canadien, ou des chandails confectionnés avec le visage de Lane Hutson dessus. Alors, d'ailleurs, ça fait bien rire les coéquipiers de Hutson qui lui ont dit « Ben nous autres, on a un match sur la route, mais toi, Lane, t'es à domicile. » Et... il n'a pas déçu les gens qui s'étaient déplacés pour le voir. 4 mentions d'aide, puis vraiment du beau travail en supériorité numérique, entre autres. Mais c'est un gars qui a tellement un arsenal de feintes fascinantes à regarder que il est toujours là. Pour le spectacle, il va être formidable pour les amateurs. Je comprends que les gens aient hâte de le voir en action, aient hâte de le voir à Montréal, parce qu'il y a un engouement qui va se créer autour de ce jeune-là. Sauf que, c'est dans ton texte, je pense l'avoir lu, s'ils se rendent jusqu'à la finale du Frozen Four, il n'y aura pas beaucoup de temps. Il n'y aura pas de temps pour le voir cette année. Ben non, c'est ça, parce que ce serait la dernière fin de semaine avant la fin de saison du Canadien. Puis normalement, les gars qui se rendent loin dans le tournoi national de la NCAA vont quand même prendre une journée ou deux avant de pouvoir... se tourner faire d'autres activités. Donc là, si ça a lieu la fin de semaine, le dernier match du Canadien, en fait, c'est 2 matchs en 24 heures contre les Red Wings de Détroit, le lundi à Détroit, le mardi à Montréal. Donc, s'ils se rendent en finale, peut-être le match du mardi à Montréal pour terminer la saison, ça se peut. Mais, et brûler sa fameuse première année du contrat d'entrée. Ouais. Ils ont beaucoup de joueurs sélectionnés par des équipes de la Ligue nationale, hein, déjà. L'Université de Boston. L'Université de Boston, absolument. Oui, ils en ont plusieurs. J'ai remarqué au cours des dernières années, quand les séries éliminatoires commencent, c'est souvent arrivé que des équipes qui ont beaucoup de joueurs qui sont sur le point de faire le saut. Pense à d'autres choses. Oui, c'est ça. Que ça se termine plus vite que prévu. Intéressant. Écoute, il n'y a rien de scientifique. Je n'ai pas fait l'étude systématique, mais j'ai souvent remarqué cette équipe-là était favorite, avait beaucoup de joueurs. Et c'est peut-être, je pense pas que ce soit volontaire, mais il y a peut-être quelque chose d'inconscient là-dedans. Ben oui, les gars pensent, OK, mon conseiller familial est en train de discuter de contrats. Dès que notre saison va finir, je sais que je m'en vais dans la Ligue nationale et il y a peut-être une distraction là. Ça me dérangerait. Mais je pense que Hutson est probablement le seul pour qui une équipe de la Ligue nationale serait pressée de lui faire signer un contrat
dans les jours qui suivent avant même la fin de la saison régulière. Parce que les autres, tu regardes les autres joueurs qui ont été repêchés, là, que ce soit Jack Hughes, le fils de Kent, Devin Kaplan qui a été repêché par Philadelphie, c'est des gars qui vont, un jour, ils vont signer des contrats avec leur équipe, mais est-ce qu'ils se précipiteraient pour le faire au lendemain du Frozen Four? J'en doute. Tandis que, c'est ça, à ce niveau-là, Hudson est dans une position un petit peu particulière pour... En fait, ton exemple fonctionnerait très bien avec l'équipe de Boston College qui, eux, ont plusieurs joueurs qui sont qui sont un peu plus des gros noms, des choix de première ronde, etc., qui, eux, pourraient... l'équipe de Cutter Gauthier, de Gabriel Perrault. Ah, lui m'a dit... Lui, tout le monde l'aime. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Mais on va... Tu sais, j'ai pas décortiqué leur alignement, mais ça arrive... Je me souviens avoir remarqué ça plusieurs fois au cours des dernières années. Bon, puis sinon, Lane, il est fin. Est-ce qu'il est fin? Bon, contrairement à l'autre, là. Cutter, c'est pas comme Cutter. Ben là, écoute, je ne médirais pas contre Cutter. Cutter, on n'aime pas son attitude. D'accord. Exactement. Lane, il a une belle attitude. Pour l'autodétermination, t'es contre ça? Exactement. Tu vas jouer où est-ce qu'on te dit de jouer? Mais Hudson, lui, en fait, c'est un gars qui est extrêmement sérieux, qui est très posé, qui est animé d'une détermination à toute épreuve. Parce que, tu sais, tout le monde le sait, il est petit, puis il a toujours été petit, il a toujours eu à lutter contre ça, puis à trouver des manières de se distinguer sur une patinoire. Malgré ce déficit-là, et il y est parvenu de brillante façon jusqu'à maintenant. Je pense qu'il va réussir à le faire également dans la Ligue nationale, et je ne pense pas nécessairement que son petit gabarit soit le principal défi qu'il va devoir surmonter. C'est sûr qu'il y a un peu il y a des limitations en défense. Je pense que son entraîneur a l'air de dire, une fois qu'il va être rendu chez les professionnels, il y a des choses auxquelles il va être exposé, puis on va avoir les réponses à ce moment-là, parce qu'il plafonne un peu en termes de la qualité de compétition à laquelle il fait face. C'est ce que j'ai compris. Là, dans ce match-là, c'était difficile de savoir quoi que ce soit parce qu'il était toujours dans la dominance. Oui, exact. Puis l'autre affaire, c'est que Hudson, c'est quelqu'un qui prend des risques à l'attaque, il veut provoquer des choses parce qu'il dit il faut prendre du risque si tu veux aller chercher le bénéfice qui vient avec. Alors, il faut jauger la bonne quantité de risque. Puis il dit, je pense que j'y parviens assez bien. Mais dans la Ligue nationale, l'unité de mesure du risque, la valeur du risque, la gestion du risque n'est pas la même. Alors, il y a des choses qu'il fait maintenant au niveau universitaire que s'il essaie de tenter la même chose dans le contexte de la Ligue nationale, ça risque de créer plus de dommages qu'autre chose. Alors, l'ajustement, le gros défi, ça va être justement de pouvoir recalibrer sa gestion du risque pour l'adapter au jeu de la Ligue nationale. Encore là, je pense qu'il va y arriver, mais le gros défi à ses premiers mois, à ses premières années dans la Ligue nationale, c'est de pouvoir réévaluer qu'à un moment donné, faire le jeu simple, c'est peut-être la chose à faire, puis la quatrième fin ne te sortira pas toujours du trouble, tu sais. Des fois, on voyait Piquet Souban se mettre dans le trouble justement parce qu'il essayait une pirouette de trop, etc. Puis il se dit, de toute façon, mes atouts vont me sortir du pétrin. Puis ça lui causait des ennuis. Je pense que Hudson va faire face à un défi. Exact. Il va falloir surmonter ce défi-là aussi. Is there any more light that you can shed on to what happened in Chicago that led to your contract being terminated? I think when I put out my statement that it kind of mentioned everything, and that's kind of all I'm going to elaborate on. Corey Perry, au moment de sa présentation aux journalistes après la signature d'un contrat avec les Oilers d'Edmonton, donc un confrère qui lui demande s'il peut nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé à Chicago, et puis Perry qui dit un petit peu de difficulté avec il dit tout ce que j'ai tout dit dans le communiqué. En tout cas, je pense pas que le tout soit approprié. J'ai dit des choses, peut-être dans le communiqué, mais j'ai certainement pas tout dit. C'est un sujet dont on a parlé à quelques occasions. Martin, tu nous faisais valoir avec raison que à l'époque de la terminaison du contrat avec les Blackhawks, ça servait personne qu'on sache qu'est-ce qui s'était passé. Et ça sert pas plus personne là, mais là, c'est parce que là, il y a un contrat qui a été résilié. C'est pas des... ça peut créer un précédent. C'est des situations qui sont un peu anormales. Puis c'est passé quoi, là? Combien de jours entre la résiliation 41, du contrat? Je pense. Ben voyons donc.
OK, je pensais qu'on avait un peu plus que ça. Puis, je pense, pas tant que je veux savoir, là, je veux pas avoir le nom de la victime, là, ou quoi que ce soit, mais je veux dire, là, ça, c'est beaucoup trop obscur, là. Et je pense, j'ai de la difficulté. À vrai dire, je suis convaincu que ça va rester comme ça, mais j'ai de la difficulté à le croire. Ouais. Écoute, c'est un sujet fascinant parce que, il s'est passé quelque chose, semble-t-il, de grave chez les Blackhawks de Chicago. Grave au point où on a mis fin au contrat d'un joueur là, établi dans la Ligue nationale, un gars probablement digne du temple de la renommée, et on l'a chassé sans ménagement. On a dit, c'est tellement grave ce que tu as fait, on ne te soumet pas au balotage, on termine ton contrat, mais c'était un contrat très généreux. C'est ça. Et là, donc, pas longtemps après, le commissaire de la Ligue nationale accorde une audience à Corey Perry. Il lui dit, il n'y a aucun problème, tu peux revenir dans la Ligue nationale. Alors là... Il n'a jamais été suspendu, par exemple. Il n'a jamais été suspendu. Son contrat a juste été terminé par les Blackhawks. Et là, il y a une autre équipe, les Oilers d'Edmonton, qui décident, eux, nous, on juge que c'est une bonne idée de lui faire signer un contrat et de le greffer à notre équipe. Et là, les Blackhawks ont parlé en termes obscurs, sibyllins, quand ils l'ont mis dehors. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Et là, ce qu'on voit, moi, ça me fait sursauter. On voit dans les médias, les Oilers ont fait leur enquête, ont fait leur devoir, savoir ce qui s'était passé, puis c'est correct. Mais les gens qui écrivent ça n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. C'est ça. Alors, on se fie sur le bon jugement des Oilers, mais ce serait bon de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir mesurer quel est le bon jugement de Gary Bettman et des Oilers. Pourquoi c'était inacceptable, c'était tellement grave à Chicago qu'on l'a congédié sur le champ et que c'est acceptable pour les gens des Oilers. Et là, pour l'instant, je pense que ça va en rester là, à moins qu'à un moment donné, il y ait une victime quelque part ou la personne qui a été... Qui a subi le comportement de Corey Perry lève la main et dit voici ce qu'il a fait. Alors, si c'était une pécadille et que les Blackhawks ont réagi trop fortement pour la situation, on n'en entendra jamais parler. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent lésé là-dedans, peut-être qu'on le saura. Ou peut-être que cette question-là a déjà été réglée aussi avec la personne concernée. Mais c'est très particulier là, que on place un voile par-dessus ça, on dit non, la boîte est fermée, puis c'est correct. Fiez-vous sur notre bon jugement. C'est ça. Et la trame narrative, maintenant, ce n'est plus ce gars-là a fait quelque chose de tellement répréhensible qu'on a mis fin à son contrat. La trame, c'est j'ai travaillé sur moi, j'ai rencontré des professionnels, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait amende honorable, j'ai réfléchi, j'ai eu le temps de réfléchir, et maintenant, je suis bon pour revenir au jeu. C'est quand même spectaculaire comme pirouette, là. Mais... Tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé ou que la personne qui a été la victime, entre guillemets, là, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, ne dira pas ce qui s'est produit, ça va passer dans les fentes du plancher, j'imagine. Puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est que, pas drôle, mais ce qui est particulier, c'est que il y a un autre angle de cette histoire-là, c'est que l'association des joueurs pourrait bien dire, hey, il y a eu entre guillemets, un congédiement abusif. Puis est-ce que ça ouvre une boîte de Pandore que un joueur puisse voir son contrat être résilié pour des motifs qui n'ont même pas été jugés par la Ligue nationale comme étant dignes d'une suspension par la Ligue? Alors, grattons un peu. Alors, combien ils touchaient? 4 millions? 4 millions. Oui. Donc, il y a une perte financière. Je pense qu'ils avaient jusqu'au 18 janvier l'Association des joueurs pour lever un grief, puis ils ne l'ont pas fait. Alors, est-ce que ça fait partie d'une solution négociée aussi? Peut-être que Perry... C'est parce que, tu sais, on l'a vu dans le dossier de... Je pense que c'était de Evander Kane, quand il y a eu, justement, le grief déposé par l'Association des joueurs suite à son contrat qui a été résilié par les Sharks de San Jose. Oui. Récupéré ensuite par qui? Par les Oilers. Ah, voilà. On a eu plus de détails sur ce qui lui est arrivé, puis tout ça, puis ses histoires de jeu. Peut-être que Corey Perry voulait absolument pas que la lumière soit faite, puis qu'on donne une plateforme, finalement, à une victime potentielle. Et sauf que ça ouvre... Si l'association des joueurs ne loge pas de grief, il y a peut-être une autre équipe qui, à un moment donné, se dira, on n'attendra pas que notre joueur fasse quelque chose d'absolument terrible. On va peut-être trouver une façon, on va utiliser
la jurisprudence du cas de Corey Perry pour résilier un contrat si on juge que c'est dans le meilleur intérêt. Et c'est à ça que ça ouvre la porte. Et c'est moi là-dessus parce que, comment dire, j'ai déjà mentionné, le Perry, c'est sa vie, puis cette victime-là, c'est leur vie, puis je veux pas, tu sais, puis s'ils ont une entente que c'est correct, tu sais, c'est pas tant ça qui m'intéresse, plus que le précédent que ça crée, C'est quoi ça, cette administration-là? Honnêtement, c'est broche à foin. Parce que ça peut pas être deux choses. C'est l'un ou l'autre. C'est ça. Soit que c'est assez grave pour résilier son contrat. On voit jamais ça, des contrats résiliés, des contrats de cette valeur-là. C'est super rare. Mais je trouve que cet incident-là, en tout cas, si ça se termine comme ça semble vouloir se terminer, c'est-à-dire que l'eau va continuer de couler sur les ponts puis qu'il va revenir jouer comme si rien n'était, ça tend à confirmer une théorie que j'avais émise il y a quelques années de ça. La Ligue nationale joue beaucoup la carte de loi et l'ordre, puis nous, on est... Ça prend... La probité. Oui, la probité, puis ça prend des comportements exemplaires, puis si vous ne suivez pas la ligne comportementale qu'on a tracée, vous allez... vous allez prendre la porte. Il y aura des conséquences. Mais ce qu'on voit à date, c'est que quand ça touche des propriétaires, par exemple, l'histoire qui est arrivée en Arizona avec tous les gens qui ont eu des problèmes avec le propriétaire en Arizona, ça, les propriétaires sont intouchables parce que ce sont les patrons de Batman. Mais quand ce sont des vedettes de la Ligue, je me souviens Patrick Kane, il y a plusieurs années maintenant, avait battu un chauffeur de taxi parce qu'il ne voulait pas lui rendre la monnaie sur une course sur un 20$ pour une course de 19,50 ou quelque chose de genre. Ça avait été... Il était revenu jouer comme si rien n'était. Corey Perry, c'est un gros nom. Mais quand tu es au bas de l'échelle ou que tu es, mettons, je sais pas, un Logan Mayou... la période, le purgatoire est pas mal... c'est la géométrie variable. C'est ça. Et c'est ça. Ça démontre que... Moi, je serais pas confiant de laisser mon sort être jugé par ces gens-là. Peu importe... je serais pas très à l'aise, puis ça reste pas particulier, mais que 700 joueurs de hockey regardent ça aller, puis ils se disent... regarde... C'est un peu tard pour que tu fasses carrière dans la Ligue nationale. Non, Oui. Ben, écoute. Non, mais comme j'aimais beaucoup taquiner, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici, mais j'ai travaillé longtemps avec Diane Hayfield. Puis j'aimais la taquiner. Je lui disais, là, si je deviens relationniste, est-ce que je vais avoir mon nom sur la Coupe Stanley si on gagne? C'est pas mal la seule avenue qui me reste. Si je vais travailler comme... si je vais animer un podcast pour le Canadien et que le Canadien gagne la Coupe Stanley, est-ce que je vais avoir mon nom? Non. Ben là! Bon, je vais rester ici. Là. Parfait. Okay. C'est parfait. C'est ici qu'on t'aime. Wow! Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien. Là, va te reposer un peu. Enfin, j'ai un match à couvrir ce soir. C'est une sorte de workaholic. L'homme le plus travaillant du journalisme sportif québécois, Marc-Antoine Godin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est une belle étiquette. Quand même. Ouais. Je ne sais pas si je la mérite. J'ai eu un gros week-end. Non, mais là, profites-en là. C'est la semaine prochaine, ça va être d'autres choses. Parfait. Ça va être le bon à rien. C'est ça. Il me doit 10$, non. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup. Ça a été encore une fois un pur bonheur. Oui, je suis d'accord. Toujours amusant. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur-producteur de cette émission. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.